Mesdames et messieurs, nous sommes très contents de vous savoir très nombreux à nous suivre encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission. Rendez-vous avec cet été, c'est comme vous le voulez. Nous avons reçu récemment l'un des cadres de l'UDPS, John Kolela, et aujourd'hui nous continuons encore avec un acteur politique qui a toujours donné des éclaircissements en rapport avec l'actualité. Il est aussi cadre de l'UDPS, c'est Richard Mpinda. Bienvenue. Merci de nous recevoir. On ne doit pas en faire une habitude. On a l'impression que, comme ce sont les cadres de l'UDPS qui sont reçus, que c'est un cadre pour l'UDPS, que pour l'UDPS. Pas du tout. L'actualité voudrait que nous puissions recevoir les cadres de l'UDPS pour aborder un tout petit peu la déclaration de principe signée entre le représentant du gouvernement de la République démocratique du Congo et le représentant de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du M23. Le parti se sont donc engagés à poursuivre ce processus de paix devant conduire à un accord global avec la facilitation du Qatar. Alors, maître d'emblée, doit-on comprendre que la déclaration de principe doit être lue concomitamment avec l'accord signé à Washington? Donc, d'emblée, je lui dirais oui. Et lorsque vous vous référez à cet accord de principe, lorsque vous lisez les principes généraux, il nous est renvoyé à la Charte des Nations Unies, il nous est renvoyé à la Charte de l'Union africaine, aux différentes résolutions qui ont été prises pour la question de la crise en RD Congo, et on vous renvoie aussi aux différentes résolutions qui ont été prises par la SADC et d'une part aussi par l'UEAC. Et donc, si vous voulez comprendre, si vous voulez approfondir davantage cette question, comprendre la déclaration des principes qui a été faite, il faut se référer à tous ces textes-là. Parce que s'il faut seulement s'en tenir à cette déclaration des principes, vous allez vous rendre compte peut-être qu'il y a certaines matières qui ne sont pas abordées, par exemple. Les poursuites, les questions des poursuites ne sont pas abordées. Comment on les réintègre, ce n'est pas non plus abordé. Et pourtant, c'est une suite logique. La déstabilisation de la partie est de la République ou l'agression rwandaise sur le sol de la République démocratique du Congo n'a pas commencé qu'à peine ici. C'est une affaire qui a commencé, ça fait un bon bout de temps, et différents textes ont été pris de manière à ce que les uns et les autres s'en réfèrent. Et donc, la difficulté que nous avons toujours eue, c'était le non-respect. Aujourd'hui, nous y revenons, et nous revenons aussi en nous fondant sur un certain nombre d'actes qui ont été pris, qui nous ont conduit à l'aboutissement de ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons poser des questions en rapport avec la déclaration de principe, en ayant ces documents entre les mains, parce que ça nous permet de pouvoir dire les choses avec beaucoup de précision. Le parti s'engage à coopérer pleinement avec les organisations régionales et internationale en vue d'assurer la protection des civils et de soutenir la mise en œuvre de la présente déclaration de principe. Donc, la question de la crise en RDC, c'est une question purement internationale. Donc, je ne pourrais pas dire que c'est une question purement internationale. Lorsqu'on parle d'une question internationale, on voit uniquement les États qui s'affrontent ou une réalité qui implique les organisations internationales avec une nation. Mais vous allez vous rendre compte que nous parlons de l'agression. Et je me réjouis. Pourquoi? Parce que cette agression a été reconnue. D'antan, on criait, le président Tshisekedi a multiplié des voyages pour que l'on reconnaisse seulement, qu'on commence d'abord par reconnaître, que nous sommes agressés par le Rwanda. Et en se fondant bien sûr sur la résolution 73, qu'est-ce que j'ai dit, 2773, nous en sommes arrivés. Je peux vous lire la partie qui est concernée par la République démocratique du Congo. On dit, la déclaration de nouveaux profond se déclare, ça c'est les Nations Unies, le Conseil de sécurité, se déclare de nouveau profondément préoccupé par la rapide détérioration des conditions de sécurité et de la crise humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo du fait de l'offensif, je souligne bien, du fait de l'offensif mené dans le nord et le sud Kivu, notamment la prise
du contrôle, la prise de contrôle du centre des Massissi, le 4 janvier, ils en ont même donné les dates, ainsi de suite, tout ça. Je me réjouis lorsqu'in fine, ils disent, avec l'appui et la participation directe de forces de défense du Rwanda. Et donc ici, ce que nous devons retenir, c'est-à-dire que l'on reconnaît à deux échelles, c'est-à-dire qu'il y a une agression directe et une agression indirecte. L'agression directe, c'est le Rwanda qui se retrouve sur le sol de la République démocratique du Congo en violation du droit international, en violation des instruments internationaux relatifs aux relations internationales. Et d'une autre part, voilà pourquoi j'ai dit même que l'on ne peut pas considérer que l'agression ou la crise à l'est de la République soit une réalité exclusivement internationale. Parce qu'on dit indirect. Indirect, Kagame a utilisé, ou le Rwanda a utilisé certains Congolais pour éventuellement justifier sa présence en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que la crise, elle est interne et aussi et surtout internationale. Et dans ce cas, le gouvernement congolais, le chef de l'État avec la ministre Wagner, ont bien joué, ont bien pensé d'abord mettre à l'avant-plan les Rwandais, signer l'accord avec les Rwandais aux États-Unis et après peut-être envisager l'accord de Doha. C'était une stratégie pour mettre à l'avant-plan les Rwandais. Je crois bien que c'était une stratégie bien réfléchie parce que nous ne sommes sans oublier que cette crise n'a pas commencé avec le président Tshisekedi, mais avant que le président Tshisekedi n'arrive, nous avons eu des différents accords sur le plan interne. C'est-à-dire que nous avons eu des accords avec, d'ailleurs si nous commençons avec l'AFDEL, nous avons été avec le RCD Goma, nous avons eu des accords avec le CNDP, M23-1, M23-2. Quelle a été la suite qui avait été accordée? Aucune suite pour ramener la paix réellement à l'est de la République. Et vous conviendrez avec moi qu'en tout observateur convaincu et sérieux, le président Tshisekedi a pris la latitude d'indexer d'abord, commencer par indexer, identifier la cause principale. Nous l'avons dit, nous n'avons cessé de le dire, c'est d'une part les envies expansionnistes du Rwanda et la convoitise du Rwanda pour ce qui est des matières premières de la République démocratique du Congo. L'ayant identifié, il y fallut ramener maintenant la communauté internationale à sa responsabilité parce que, nous l'avons dit, aujourd'hui, nous en sommes arrivés au point où on a identifié que nous sommes agressés de manière directe et indirecte. Et donc l'implication du Rwanda a été mise à nu. Et donc, partant de cette réalité-là, il faut maintenant un accord, comme le président Tshisekedi l'a dit, je ne veux pas négocier avec les Patins, je veux plutôt négocier avec celui qui est derrière les Patins. Qui était derrière le Patin? C'est le Rwanda. Et qui était derrière le Rwanda, c'est une autre paire de manches que nous allons découvrir ici. Et donc, nous pensons, nous en sommes convaincus, nous avons relevé dans le comportement de notre Jeanne d'Arc, notre Kipanvita, Madame Wagner, avec bien sûr le chef de la diplomatie congolaise, le patron des affaires étrangères, c'est-à-dire le président Tshisekedi. Nous en sommes arrivés à cet accord d'abord avec le Rwanda parce qu'il faut couper à la source l'approvisionnement, le soutien que recevait plutôt, j'allais dire, ou que reçoit jusqu'à preuve du contraire le Rwanda, le M23. L'opinion se pose la question de savoir pourquoi la partie congolaise n'a pas imposé les dialogues directs entre le gouvernement rwandais et le FDLR. Parce que c'est parmi les raisons qui sont toujours poussées par le Rwanda depuis 1994. Il a toujours fait mention de pouvoir sécuriser, de prendre des mesures sécuritaires pour sécuriser la population rwandaise de l'incursion de FDLR qui se trouverait sur les sols congolais. Pourquoi l'État congolais n'a pas imposé cette disposition de pouvoir voir les Rwandais discuter avec le FDLR? Pendant que vous parlez, moi je vous brandis un accord. Lequel accord? L'accord qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, à Washington, qu'on appelle d'ailleurs l'accord de Washington. Et lorsque vous lisez cet accord dans son paragraphe, plutôt dans la troisième page, il est parlé de l'intégrité territoriale
et des interdictions des hostilités. Alors, cet accord consacre ce qu'on appelle les respects des intégrités territoriales, c'est-à-dire d'une part de la République démocratique du Congo et d'une autre part du Rwanda, et impose aussi ce qu'on appelle la non-ingérence. Ce qui nous préoccupe ici, ce n'est pas ce que le Rwanda fait avec ses rebelles, ce que le Rwanda fait avec ceux qui arrivent là-bas. Ce qui nous préoccupe... Mettons que cette situation, c'est parmi le fonds de commerce politique du Rwanda depuis des années. Mbanda l'avait dit dans son livre, il a clairement démontré que c'est toujours cette approche qui est étudiée par les Rwandais pour s'attirer un peu la communauté internationale. Je voulais en venir. Je commençais d'abord... On n'a pas très poussé loin à cette question. Non, mais je reviens pour vous dire, lorsque nous aujourd'hui, nous, République démocratique du Congo, nous nous plaignons d'une chose, de la présence rwandaise sur le sol de la République démocratique du Congo. Et l'accord dont je vous ai évoqué ici, l'accord de Washington, interdit aux partis de s'ingérer dans les affaires internes. C'est de la même manière qu'il nous est interdit à nous de nous ingérer dans la situation des FDLR, c'est de la même manière qu'il est aussi interdit au Rwanda de s'ingérer dans la situation de M23 et AFC. C'est-à-dire qu'on voudrait couper le pont, on ne pourrait pas dire, mais vous vous en occupez, et les autres vont... Non, mais ça serait été contradictoire. L'accord nous l'impose tel quel. Mais la responsabilité qui nous revient sur l'étendue de la République démocratique du Congo en rapport avec les FDLR, c'est de les neutraliser. C'est de les identifier où ils sont, de les neutraliser et éventuellement, ceux qui seront disponibles, disposés à retourner au Rwanda, ils retourneront. C'est que le Rwanda aura affaire avec eux, c'est leur affaire, c'est une affaire interne qui ne nous concerne même pas. Pourvu que l'on ne s'en sert pas comme on l'a fait d'antan, leur faire un lavage de cerveau et le ramener en République démocratique du Congo, ok? En tant qu'État, avec toutes les prérogatives ou tout le pouvoir régalien qui est reconnu à la République démocratique du Congo, nous pensons que si pareille chose devait arriver, la République démocratique du Congo devra s'assumer pour éventuellement défendre l'intégrité territoriale et, comme nous l'avions dit, mettre fin à ces prétextes du Rwanda. Défendre l'intégrité, le respect de l'intégrité territoriale, la souveraineté de chaque pays, cela donne de l'espoir aux Congolais. On s'est dit, bientôt là, on pourra peut-être piétiner encore les sols de Goma. Mais on s'est dit, mais piétiner les sols de Goma, la paix à quel prix? Le brassage, le mixage encore? Qu'est-ce qui va se passer? Je crois bien qu'on s'est beaucoup plus étendu sur cette question-là. En réalité, brassage, mixage, c'est un piège dans lequel l'AFC M23 sont tombés. Et ils sont allés dans son ensemble, c'est-à-dire pas de manière isolée, mais tout est fait, ou tout va être fait de manière à ce que la République... D'ailleurs, qu'on se le dise entre nous, les brassages et les mixages, pas question. Et j'ai aimé comment on a développé lorsqu'on parle de l'intégration ou de la réintégration individuelle au cas par cas. Ce qui voudrait dire qu'on examinera au cas par cas la situation de tout individu qui voudrait être réintégré dans l'armée. Et la partie qui me fait plaisir, je me suis retrouvé dans une émission sur une chaîne de la place, dont j'étais les noms ici. Lors de l'enregistrement de cette émission, je révélais un élément important. Et cet élément, c'était la question de la loyauté. Et parmi les éléments qui font que l'on apprécie si vous pouvez réintégrer l'armée ou pas du tout, on parle de la loyauté. Qui dit loyauté? Loyauté vis-à-vis de la République et non pas d'un individu. Mais tout celui qui a pris les armes contre un régime légitime, contre un pouvoir légitimement reconnu sur le plan interne comme international, il n'est pas loyal. Il n'a pas été loyal contre la République. Et donc, sur cette question-là, lorsqu'on apprécie certains critères, entre autres la loyauté, je pense que les mixages et les brassages dont on réclame ne sera pas possible au sein de l'armée. Partant de cette question-là. Oui, parce que tous ceux-là ont pris les armes. Et rappelez-vous, il y a des accords qui vont intervenir entre le Rwanda, plutôt entre le M23 et le gouvernement de la République, et en se référant aux différentes plutôt résolutions qui ont été prises. Parler, il n'y aura pas d'intégration parce que
même s'il y a des Congolais qui se trouveraient dans les rangs des M23, ils ont pris les armes contre la RDC, ils ne sont pas loyaux. Non, mais la loyauté, c'est cela. La loyauté vis-à-vis de la République, c'est faire ce que je fais. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir si cette disposition leur est imposée sine qua non? Non, mais écoutez, nous faisons la part des choses. Vous acceptez volontairement de réintégrer, en fait, de vous référer au texte de la République. À défaut de le faire, on vous traque. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez la déclaration des principes, vous vous rendrez compte qu'on parle de restaurer l'autorité de l'État. Lorsqu'on dit rétablir l'autorité de l'État, ça veut dire que la force publique qui revient à l'État, entre autres à la police nationale comme au FARDC, va être exercée. C'est-à-dire que c'est lui qui s'entêterait à un certain niveau, serait considéré, et référez-vous à la résolution des Nairobi. La résolution des Nairobi avait prévu les forces négatives, c'est-à-dire qu'ils seront neutralisés de manière à ce qu'ils ne nuisent pas. Et donc, alors nous allons lire la déclaration de principe, restauration de l'autorité gouvernementale. Les partis reconnaissent que la restauration de l'autorité de l'État est la conséquence logique au règlement efficace des causes du conflit à travers un accord de paix durable. Et cet accord devra être signé au mois d'août. On a parlé de 8 août. Oui. Avant d'en arriver, parce qu'il y a eu à un moment donné des voix qui se sont levées. D'une part, vous aviez le M23 qui a prétendu que la réintégration ou le rétablissement de l'autorité de l'État, c'est-à-dire qu'on prendra les FARDC qu'on va intégrer au sein du M23. Ah oui, on a suivi ça. On a suivi ça sur les réseaux sociaux. Exactement. C'est un peu utopique. Comment est-ce que le M23 va intégrer les FARDC? Je voudrais faire un petit exercice avec vous. Moi, je me suis donné la peine de recourir d'abord à la définition. Quand on dit le rétablissement intégral de l'autorité de l'État est une expression souvent utilisée dans le contexte des crises, des conflits armés ou de gouvernance fragilisée, notamment dans les pays où certaines régions échappent au contrôle du pouvoir central. C'est le cas de la République démocratique du Congo. Nous parlons des provinces qui sont aujourd'hui sous contrôle de groupes armés, si on pouvait les prendre ainsi. Le rétablissement intégral de l'autorité de l'État signifie, on a donné la définition, maintenant on donne la signification. On dit ceci: le retour complet du pouvoir, de la présence des fonctions de l'État sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les zones affectées par le conflit, l'insécurité ou des groupes armés. C'est-à-dire que c'est clairement dit, ce n'est pas le M23 qui reçoit en intégration, prétextant de recouvrer l'État, l'autorité de l'État, mais le rétablissement de l'autorité de l'État, c'est c'est de FARDC ou du pouvoir central vers les zones occupées qui échappent au contrôle. Ça, c'est une évidence. Et mieux encore, on dit les éléments clés de rétablissement comprennent la sécurité et la défense. Je vais me contenter juste de ça. On dit ceci. Compte tenu du contexte actuel, on dit déploiement de l'armée et de la police nationale. Donc, c'est les FARDC qui va exercer ses prérogatives du rétablissement du pouvoir de l'autorité de l'État sur les territoires qui échappent au contrôle des FARDC. Et donc, l'interprétation qui a été donnée, moi je comprends que le M23, l'AFC, soit dans une situation telle qu'ils veulent monter les enchères pour obtenir ce qu'ils n'ont pas pu obtenir lors de cette signature de l'accord de principe. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas obtenu, qu'ils aimeraient bien obtenir? Ce qu'ils ont toujours souhaité. Ils ont demandé à ce qu'on leur laisse la gestion pendant 8 ans de la partie Est de la République. Que de manière brute, qu'on prenne tous ces mondes-là, qu'on les intègre au sein des FARDC. Ce sont des choses qu'ils n'ont pas obtenues. Et aujourd'hui, et d'ailleurs, sur même la question de l'amnistie, ils n'ont pas obtenu
une situation d'amnistie globale, mais c'est plutôt sélective. Et donc, je crois qu'ils s'en plaignent parce qu'ils savent qu'ils sont partie perdante dans cette affaire. Les Congolais craignent l'infiltration. Vous avez démontré que du côté de l'armée, les forces de sécurité, ça sera compliqué parce qu'on a mis cette question de loyauté. Mais en ce qui concerne la gestion de réfugiés, Oui. il y a un chiffre qui est présenté par le Rwanda. Plus de 300 000, Tout à fait. 300 000 personnes et réfugiés devront être ramenés sur le sol congolais comme des Congolais. Tout à fait. Qu'est-ce qui justifie que ce sont des Congolais? Est-ce que ce n'est pas là une manière d'infiltrer encore la RDC avec des moyens purement malignes? Vous n'avez pas tort d'évoquer la chose telle qu'elle. Et je pense que nombreux vont être surpris. Et d'ailleurs, s'il faut s'en référer, les gens vont être surpris de constater que de ce 300 000 qui ont été présentés par le Rwanda, c'est pratiquement 15 à 20% qui sont réellement des réfugiés. Et lorsque nous allons procéder, parce que lorsque vous lisez la déclaration, je vais vous ramener telle quelle, lorsque vous lisez la déclaration des principes, lorsque vous lisez l'accord de Washington, vous vous rendez compte que on nous renvoie aux organisations internationales humanitaires qui ont des éléments, des données pour éventuellement arriver à régler cette affaire-là. Et donc, pour qu'on en arrive à ça, les Congolais, c'est pratiquement 15 à 20%, comme je l'ai dit tout à l'heure ici. Mieux encore, certains des Congolais d'ici, en fait, les Congolais de la partie non occupée par le Rwanda, sont passés par le Rwanda pour avoir le statut de réfugiés, en vue d'accéder à l'exil, soit humanitaire en Suisse, en France et dans tant d'autres pays, Grande-Bretagne et tout ce que vous voulez. Et tous ces éléments ont été documentés. Ce qui fait que lorsque nous allons nous retrouver, parce qu'on a déjà lancé la machine, on doit se référer aux textes qui existent, à ce que les organisations internationales organisations internationales, allais-je dire, ont préparé pour éventuellement régler cette question. Je crois qu'avec tout ça, nous pourrions aussi mettre fin à l'infiltration telle que ça a été organisé ou préparé pour éventuellement être exécuté par le Rwanda. Donc, en gonflant le nombre de... Vous insinuez le fait que le HR pourra mettre ces données à la disposition... Il n'y a pas que le HR, il y a aussi le... Non, je n'insinue pas, c'est prévu. Lorsque vous lisez la déclaration des principes, il est prévu que nous soyons assistés avec la coopération des organisations internationales, entre autres les HCR, vous avez aussi la Croix-Rouge, vous avez différents autres... Les frontières de la RDC sont poreuses. Quand il y a conflit armé, les Congolais, ceux qui se déplacent ne vont pas se rendre au niveau des installations des HCR pour dire je suis réfugié, je quitte mon pays. Est-ce que ça sera... C'est une disposition qui va vraiment aider la RDC? Non, ça va aider la RDC parce que vous... Où il y aura toujours des fluctuations. Mais les risques, c'est quoi? C'est qu'on parle des réfugiés et ces réfugiés sont localisés et identifiés au Rwanda. Vous voyez ça? Et donc, en y allant tel quel, à côté d'eux, vous avez les services de l'HR, par exemple, HCR et autres, qui répertorient et qui sait revenir sur cette question. Et d'ailleurs, c'est pratiquement la question que nous avons toujours connue avec la déstabilisation sur les populations, ou voire même les déportations des populations que nous connaissons dans ces pays. Et vous allez vous rendre compte que toutes ces questions-là vont aussi être réglées avec nos alliés qui sont les Belges, qui ont aussi certains éléments pour savoir qui est réellement congolais, qui ne l'est pas, qui est réellement autochtone, qui ne l'est pas. Et donc ça pourrait même créer mettre fin à cette crise que nous avons toujours prétextée en disant que le Rwanda a toujours prétexté pour envahir notre pays, pour prétendre que les Banyamulenge c'est ci, les Banyamulenge c'est là. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que même parmi ces Banyamulenge là, il y en a de ceux qui sont congolais, ceux qui ne le sont pas. Ils ont été infiltrés
par Kagame, dans le cadre de la stratégie kagamienne, pour éventuellement mettre la République en difficulté. Et dans cette logique-là, au niveau de Kinshasa, on a assisté à l'ouverture du procès contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Est-ce une manière de le mettre hors jeu? Bon, je crois que nous devons faire la part de choses. Nous avons la justice qui doit faire son travail. Parce que nous comptons aujourd'hui près de 15 millions de morts, ou plus de 15 millions de morts qui sont, depuis cette affaire a commencé à l'est de la République. Mais il faut qu'il y ait des responsables, il faut qu'il y ait des gens qui en répondent. Il faut que les responsables, le criminel, le bourreau qui ont tué à l'est de la République en répondent. Parce qu'on ne s'est pas justifié. Lorsque le président Tshisekedi avait déclaré que derrière l'AFC, c'était Joseph Kabila qui préparait une insurrection, certains n'ont pas voulu y croire. Même lorsque nous sommes arrivés à voir Joseph Kabila à l'est de la République, certains n'ont toujours pas voulu y croire parce qu'on se posait la question de savoir, un ancien président de la République qui doit être protégé par la République, au nom de quoi pouvait-il se retrouver dans la partie Est, précisément à Goma, aller consulter. Et il y va pour consulter qui lui avait confié cette mission-là. Et donc, ces différents actes de contradiction, aujourd'hui, a eu des conséquences. Et ces conséquences, chacun des auteurs de ces conséquences, elles doivent en répondre, et principalement Joseph Kabila. Donc, je crois que nous devons apprendre à ne pas trouver des excuses aux gens, que chacun, si Kabila est innocent, je pense que c'est vendredi, il se retrouvera devant les cours et tribunaux pour répondre de ces actes. Et qu'en est-il du dialogue? Parce que nous avons constaté qu'il y a quelque part où on demande aux partis de pouvoir organiser le dialogue pour se mettre d'accord autour de choses. Mais est-ce que ce dialogue est possible? Mais écoutez, déjà lorsqu'on dit dialogue, ce que nous faisons avec vous, ce que nous faisons ici, c'est un dialogue. Et donc, en ce qui concerne le président Tshisekedi, le dialogue a toujours été permanent. Et donc, moi, je ne suis pas partisan du dialogue tel qu'a été initié par la CENCO et les CC. Et d'ailleurs, vous vous souviendrez que lorsque nous disons dialogue, les consultations ont eu lieu, parce que les consultations, c'est aussi une forme de dialogue. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit dialogue, il y a deux parties qui échangent sur une question donnée. Et donc, lors des consultations, il y a eu échange. Pour ne pas sortir de l'esprit de la déclaration de principe, il est dit, les partis s'engagent à prendre des initiatives concrètes visant à rassurer la population de la République démocratique du Congo et à créer un climat favorable à un dialogue constructif en vue de parvenir à une paix durable. Je suis d'accord sur le principe, tel qu'il est évoqué ici. Je vous ai dit, les dialogues, on en a de diverses formes. On peut avoir un dialogue tel qu'en forme de consultation, ce qu'il y a eu. Nous parlons du Congo ici, vous et moi, nous échangeons, je ne monologue pas, vous ne le faites pas non plus. Ici, on parle de parti. Nous parlons de... On parle de parti gouvernemental et le parti M23 et AFC. Je voudrais en venir. Mais notre dialogue sur ce plateau je voulais en venir. À un niveau je qui suis n'est pas d'accord, considérable par rapport à la déclaration de principe. Je suis d'accord sur le principe. J'étais en train de déballer pour dérouler, allais-je dire, un certain nombre d'éléments. Et donc, le dialogue entre l'AFC M23, c'est déjà prévu. Et d'ailleurs, vous vous souviendrez, vous l'avez d'abord évoqué ici lors de cette émission, que déjà le 8 août ici, nous allons nous retrouver pour éventuellement échanger sur cette question-là. Mais quant à autre forme de dialogue, la question est celle de savoir quel en serait l'intérêt, parce que nous aurons résolu la question de la crise sur le plan international et sur le plan interne, à Doha. Parce que lorsque nous échangeons avec ceux qui se disent congolais être lésés, on aurait vidé la matière qui aurait justifié un dialogue plutôt sur le plan interne. Les prélats catholiques vous disent la gouvernance, les détournements, ainsi de suite, tout ça. Vous n'allez pas me dire que c'est autour d'un dialogue, que nous allons résoudre la question des embouteillages, par exemple. Pas du tout. Ce n'est pas au cours d'un dialogue qu'on va résoudre la question de la bonne gouvernance ou la question du détournement, pas du tout.
ou de la corruption, pas du tout. La corruption va être résolue lorsque la justice fera son travail, le détournement même. Les embouteillages, lorsque la police aurait fait son travail de discipliner, de sanctionner, comme qui dirait. C'est une paire de manches, Richard Pinda. Non, mais écoutez, je voudrais quand même qu'on puisse se mettre d'accord. C'est une question cruciale. Quand on parle de la déclaration de principe, l'accord, la signature de cet accord qui est en vue entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les partis belligérantes. Mais il faut aussi considérer l'approche politique. Le chef de l'État doit avoir le soubassement politique partant de son parti. Mais on constate quand même qu'il y a beaucoup de divergences, il y a des dissensions. Il y a le côté Bizoubou et de l'autre côté le secrétaire général, le président AI Kabouya, dernièrement reçu même par le conseiller spécial en matière de sécurité de l'État. Beaucoup de questions qui donnent l'impression que le parti présidentiel risque de ne pas donner les moyens politiques au chef de l'État de pouvoir être bien armé pour gagner cette partie très cruciale pour l'avenir de notre pays. Et déjà, je pars du principe que le président de la République s'est présenté aux élections comme étant un candidat indépendant. Ce qui voudrait dire que les potentiels dont le président de la République a besoin ne doivent pas provenir exclusivement que de l'UDPS. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, vous l'avez dit, que les duos Kabouya et Deo ont été reçus par le conseil spécial. Et il faut voir la configuration, on les a reçus en tant que secrétaire général du parti et les secrétaires généraux adjoints. Et donc, au niveau du parti, c'est cette réalité-là. Mais les conflits, comme dans toute famille, dans toute organisation humaine, ça ne manque pas. Je crois que nous avons perdu beaucoup de temps à chercher à résoudre ce problème-là sur le plan interne et en trouver des solutions. Aujourd'hui, moi, je n'en veux pas au président Tshisekedi d'identifier selon lui et de nommer. Pourquoi je le dis? Rappelez-vous... Attention, quand vous identifiez selon lui et de nommer, parce que nous, il y a une majorité qui le soutienne. Non. Il y a une majorité. Le président de la République... Parce que l'opinion... Attention à ce que vous dites. Oui. Attention à ce que vous dites. Le jeu politique a amené le pays où il est. Voilà pourquoi certains acteurs politiques en perte de puissance, en perte de pouvoir politique, veulent à ce que nous puissions nous retrouver au dialogue. Voilà pourquoi j'ai posé la question de savoir, le dialogue Senko-ECC, nous l'avons connu, l'OUA qui a abouti à l'organisation des élections et au résultat que nous avons aujourd'hui avec le président Tshisekedi au pouvoir. Ce dialogue-là, a-t-il résolu la question des embouteillages? Les embouteillages se sont empirés. Bon, ça c'est une question sociale, rien à voir avec la géopolitique qui est en gestation dans notre pays. Voilà que vous vous mettez vous-même en difficulté et en contradiction. Parce que vous avez dit les résolutions, plutôt le dialogue, il faut y aller pour une question politique, pour avoir un soubassement, une base sur laquelle fonder son action politique. Et la base du président Tshisekedi, moi je crois que ça doit être la légitimité qu'il a obtenue de la population. Et alors, aussi longtemps... je suis parti du fait que il n'y a pas vraiment... on assiste au manque de cohésion au sein du parti présidentiel qui doit donner les soubassements politiques pour une gestion rationnelle des questions autant politiques du chef de l'État. J'en viens. Ici, je m'en vais au Katanga. Le gouverneur du Katanga, convoqué à Kinshasa, il n'est pas venu. Il a pris la poudre d'escampette. Voilà. Mais après, il réapparaît. Pour dire qu'il était malade. Pendant ce temps, il y a ceux qui disent, le mot d'ordre du VPM a été torpillé à cause des connivences qui existeraient. Je parle au conditionnel. Est-ce que ce ne sont pas des choses qui favorisent une sorte de l'autoflagellation
au sein de ce parti politique. Il faut se le dire déjà, je crois bien que ça doit être le parti de Kiaboula aujourd'hui a pour autorité morale, je peux comprendre encore, a pour autorité morale au président du parti, le secrétaire général Augustin Kabouya. Et donc je comprendrai ceux qui tiennent pareil discours. Mais du moins il faut se le dire, c'est très contradictoire le comportement qu'a eu le gouverneur Kiaboula. Déjà, il quitte le pays parce qu'aucun gouverneur ne peut se déplacer sans en informer sa hiérarchie. Il quitte le pays pour se retrouver en Afrique du Sud. Quelque temps, on apprend qu'il y a eu des gens qui sont venus sur Kinshasa avec une certaine somme d'argent qu'ils ont dispatché ça et là pour le rassurer. Lorsqu'il a les assurances, il rentre pour dire qu'il était malade. Vous voyez déjà, cette contradiction pose problème. Du point de vue du respect de la hiérarchie, il ne l'a pas fait. Et lorsqu'on refuse de respecter la hiérarchie qui avait demandé à ce qu'il soit à Kinshasa, ok, c'est-à-dire qu'on est en train de remettre même l'autorité de l'exécutif national et parfois des conséquences l'autorité du président de la République. Et je pense que cette légèreté comportementale doit cesser si nous voulons avoir réellement... À son retour, est-ce qu'on... Et vous avez dit qu'il est rentré parce qu'il a eu des assurances. Est-ce qu'on peut le revoir retourner à son poste? Je ne pense pas. Je ne pense pas. La mesure a été déjà prise, le suspendant. Il doit être entendu et la décision... Il est suspendu et non révoqué. Il est suspendu pour des raisons qui sont connues par le VPM. Et le VPM l'invite à Kinshasa pour être entendu. Et ce dernier prend la poudre d'escampette. Il faut se le dire. Il avait fui. Il s'est échappé à cette procédure-là. Il ne faut pas prétexter qu'il aurait été malade. Malade, ça aurait été une très bonne raison à présenter à l'autorité qu'il avait invité sur Kinshasa. On l'invite, il prend la poudre d'escampette. Lorsqu'il se sent en sécurité après avoir fait exécuter la mission de corruption ou tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, eh bien, il revient parce qu'il a reçu des assurances. Je crois bien qu'on va déjouer ces plans-là, qui ne servent pas la République. Alors, signature de déclaration de principe, l'accord de Washington, c'est le Congo qui gagne. Je crois bien que le Congo a gagné. Le Congo a gagné. Déjà, nous partons du principe que nous aurons maintenant le droit, éventuellement en cas de violation, de pouvoir nous défendre. Ça, c'est d'abord un. Et deuxièmement, il faut constater une chose. Beaucoup vous disent que le FARDC est faible. Aujourd'hui, le constat qui se dégage, que nous n'avons jamais été faibles. J'ai mis qui que ce soit à défi de démontrer que le FARDC a été faible. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, nous avons diverses révélations de gens qui viennent ça et là. Prenons par exemple Jules Mutombo, qui est un Muzalendo, vous a fait une déclaration pour dire qu'il est allé voir Franck Ntumba, qui était le chef de la maison civile. Et il lui a posé la question de savoir, il l'a averti sur la chute de Bunagana. La réaction de Franck Ntumba a été celle-ci. Il faut négocier avec le M23. Vous conviendrez avec moi que les autorités qui ont été proposées à la nomination au terme de la Constitution au président de la République, les officiers militaires, sont passés nécessairement et obligatoirement par Franck Ntumba. Parce que c'est lui qui devait préparer les dossiers et mettre à la disposition. Et vous allez vous rendre compte que nombre de ceux qui ont déserté, c'était des officiers présentés par Franck Ntumba, soit pour avoir perçu de l'argent, aujourd'hui ce n'est plus un secret, vous conviendrez avec moi, que sur la place publique, des sommes d'argent, des énormes sommes d'argent ont été présentées sur la place publique qui ont servi à une tentative de corruption auprès des officiers des FARDC et des Wazalendo. Et donc, ce qui a fait que nous puissions perdre un certain nombre de territoires, c'est d'abord la corruption de certains officiers et deuxièmement, la complicité qui a été orchestrée, organisée, préparée et exécutée d'une certaine manière. Parce que nous sommes arrivés au point où nous démantelons ces réseaux qui avaient été mis en place, ok,
nous allons maintenant nous rendre compte, nous allons voir l'efficacité des FARDC à l'égard des officiers, soldats qui sont restés loyaux. Je vous fais encore une autre révélation. Considérez que le nouvel recrue qu'on a vu ici, 50 000, 20 000, envoyés à l'Est de la République par exemple, ils arrivent, il y a un général qui les reçoit, qui leur dit « Vous allez vous déclarer comme étant déserteurs. » On les enregistre, matricule à côté, on prend leur nom, identité complète, et après, on leur donne une certaine somme d'argent, on leur envoie dans la vie civile. Ces gens, ils rentrent au Congo, ou à Kinshasa précisément, ils se disent, nous sommes rentrés, mais leurs matricules on continue de les utiliser, donnant l'impression qu'ils continuent de se battre à l'Est. Et l'argent qui sortait passait par la maison militaire et éventuellement ceux qui ont orchestré cette fraude à la République. Et donc, l'opinion retiendra que les FARDC, qui sont restés loyaux vis-à-vis de la République, vont faire mordre de la poussière, et d'une part au M23, l'AFC, et aussi le Rwanda, si le Rwanda s'hasardait à ne pas respecter les accords tels quels. Et donc, moi, je continue toujours à faire confiance aux FARDC. Quelqu'un dirait Fachi Azayanzam, mais parce qu'apparemment, les pays étaient déjà partis. Non, il faut se le dire. Le président Tshisekedi, c'est là où je dis, bon, on peut ne pas nous croire, on peut vouloir dire de nous fanatiques et tout ce que vous voulez, c'est un point de vue. Cet homme, s'il tient, Eza Motote, Eza Bonzambe. Au mois de janvier, fin février ici, nous nous sommes retrouvés dans la rue. Il y avait un coup d'État qui était fomenté. On devait l'exécuter. Mais comment cet homme échappe à tout ça? Le président Tshisekedi se retrouvant à l'Est, son Antonov a été abattu. Il devait être dans cet avion-là. Comment c'est arrivé? Comment il a échappé pour qu'en dernière minute, même celui qui était venu le voir à côté, pour lui demander, président, aux avions, qu'il est allé communiquer. C'est lui qu'on a toujours indexé, celui qu'on a toujours pointé, c'est lui qui est au perchoir, dont j'étais les noms, mais les gens comprennent. Il laisse le président seul et il était surpris de voir le président aller vers l'autre avion là. Et il n'avait même pas le temps de pouvoir dire aux autres que le coup qu'il montait avait complètement échoué. Tout avait été mis en place. Rappelez-vous encore, on devait se débarrasser du président Tshisekedi dans les 6 mois de son accession au pouvoir. L'homme du perchoir au perchoir, encore à côté du président de la République, au cabinet du président de la République, je ne cite pas les noms, vous tirerez les conséquences, se retrouver en Afrique du Sud, ivre-mort. Il dit, il a déclaré, il a dit, Tshisekedi Oyo, rappelez-vous encore, il y a eu des procès ici. Certains ont pensé que Tshisekedi devait être soit destitué, soit tué. Et ils se sont retrouvés dans les maisons préfabriquées, détournant de l'argent ça et là, ainsi de suite. Ça pour se dire qu'après Tshisekedi, nous aurons amassé suffisamment assez d'argent pour imposer notre parti, notre philosophie. Et donc, je dirais, il y a des exemples, sont légion. Combien de fois cet homme a été empoisonné? Le pauvre Tshisekedi. Combien de fois il a été empoisonné? Combien de fois les gens sont morts à la présence de la République et on a donné l'impression que c'était la Covid et pourtant c'était l'empoisonnement. On ciblait et on devait l'isoler de toutes les personnes qui l'entouraient. Et donc, j'en déduirai pour dire que cet homme, il a une mission et cette mission, il l'exécute fidèlement. Voilà pourquoi nous autres, même si nous ne sommes pas encore nommés, nous n'allons pas prendre les armes contre la République. Vous n'êtes pas nommé parce que vous n'êtes pas des fidèles des filles. Non, rien à voir, rien à voir. Je vous ai dit que Tshisekedi est le président de la République. Il faut aller... non, vous priez où? Non. Vous priez où? Moi, je suis de The Way International. Donc, je n'ai rien à voir avec la Philadelphie. Mais je voudrais vous faire une révélation. Hein. Je crois que nous devons arrêter de ne penser qu'à nous-mêmes. C'est l'égoïsme qui va tuer ces pays et qui a mis ces pays dans des conditions difficiles. Je vous prends à titre illustratif. Ce n'est pas moi, ministre de l'Éducation nationale, qui ai exécuté l'ordre de la gratuité de l'enseignement. Ce n'est pas moi, ministre de la Santé,
qui exécutait la couverture santé universelle. Vous voulez en venir. Je veux en venir. Je sais on a passé le temps d'acheter. Je voudrais... Non, je comprends que la télé, c'est de l'argent. Et c'est le temps, plutôt, allais-je dire. Et le temps, c'est de l'argent. Donc, je voudrais dire que l'effectivité de la gratuité de l'enseignement ne va pas profiter qu'à celui qui a été ministre. Ça profiterait aussi à mes enfants et à mes petits-enfants. Et donc, lorsque nous pensons que celui-là... La mauvaise politique, c'est ôte-toi que je m'y mette. C'est la mauvaise politique. Nous sommes politiques, j'ai des ambitions. Je ne pense pas être moins compétent que certains qui sont dans la gestion de la chose publique. Mais lorsque ce n'est pas encore mon temps, ce n'est pas une raison d'aller prendre des armes. Ça viendra. Lorsque aujourd'hui... Non, ça viendra. Nous autres ici, nous avons fait des pactes avec Dieu. Voilà pourquoi nous disons que l'un des éléments qui nous caractérise, lorsque vous êtes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, un des éléments du fruit de l'Esprit, c'est la patience. Puisque nous en avons, nous ne disons pas faire la guerre aux autres. Nous encourageons et ceux qui peuvent profiter de nos conseils, ils en profitent. Quand notre temps arrivera certainement, ici je salue le vieux Mbosso, qui accédait au perchoir de l'Assemblée nationale à quel âge? Et quand est-ce qu'il avait commencé la politique? Et c'est la plus haute fonction qu'il a exercée. La plus haute, je n'ai pas dit qu'il n'a pas exercé d'autres. Il a été ministre des Sports. Tout à fait. Il est passé par beaucoup de Mais portefeuilles. la plus haute de ses fonctions lui sont arrivées à l'âge qu'il a aujourd'hui. Au crépuscule de sa vie. Et au crépuscule de sa vie. Et donc, comme on dit, Kitunga et Balukaka, Tango Koma et Komi. Merci beaucoup Richard Pina d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de nous avoir reçus pour aussi belle émission et sur des questions qui concernent individuellement et collectivement tous les Congolais. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et nous vous disons de rester toujours branchés sur notre chaîne SVTV. Oui, habituez-vous désormais sur votre chaîne SVTV. L'émission, c'est Rendez-vous avec cet été. Crispin Chibasu Chimpanga Wambangu. Moi, je vous retrouve encore avec d'autres invités prochainement. Merci à toute l'équipe technique. Ici, je pense à celui que j'appelle le grand James. À bientôt.